Avec Somfy, un geste suffit pour fermer tous les volets en même temps. Moteur et automatisme, rien à faire, c'est Somfy. 3615 Baraka, le Minitel de la chance et des cadeaux. 3615 Baraka, la chance au bout des doigts. Ses amis vont redécouvrir la cuisson au naturel sur la pierre. Avec la pierrade électrique Tefal, la chaleur est constante, la saveur est vraie, la finesse soulignée. Pierrade Tefal, quoi de plus naturel? Tefal, tu penses à tout. Dans le monde de la publicité, une nouvelle agence est née. RMB, l'agence de pub au triangle rouge. Nouveau Land Rover Discovery. On peut quitter la civilisation sans lui tourner le dos. Ce n'est pas une, mais 2 variétés de tomates qui vous attendent dans chaque pot de Dolmio. Et pas moins de 11 épices et fines herbes délicatement sélectionnées pour que vous puissiez servir les plus délicieux des spaghettis bolognaises et faire sourire de plaisir ceux que vous aimez. Le sourire Dolmio. Dolmio, l'appétit vous sourit. If you intend falling in love in Paris, let him do the learning with BBC English cassettes. C'est pour moi? And booklets. Ouais. I love you. Do you love me too? Wow. Fasten your seatbelt. Oh, BBC English. C'est sympa tout de suite, pendant et surtout après. Le numéro 1 est déjà chez votre marchand de journaux. Hi. Mercredi 20h10, football sur Antenne 2. Suivez en direct le match de la Coupe des vainqueurs de coupe qui opposera Manchester à Barcelone, commenté par Bernard Père et Michel Vautreau. Mercredi 20h10, Manchester-Barcelone. À l'Assemblée, on examine ce soir l'avenir des retraites. Parallèlement, les rumeurs de départ de Michel Rocard vont bon train. Mystère autour des cuves du pétrolier Haven coulé au large de Gênes. 80 000 tonnes de brut n'ont pas été précisément localisées. Les risques demeurent. James Baker se montre résolument optimiste pour une conférence de paix. Aucune précision sur les réticences syriennes ou israéliennes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La pollution qui a entraîné l'explosion du pétrolier Haven dans le golfe de Gênes n'est peut-être pas terminée car on ne sait pas avec précision où sont passées près de 80 000 tonnes de brut. Ce que l'on a appris par contre, c'est que le pétrolier s'est coupé en deux. José Blanc-Lapierre. Ce jour-là, les flammes ont masqué la réalité de la situation. Le pétrolier était fracturé. Un deuxième morceau vient d'être repéré à 12 km du premier, un mois après la catastrophe. Le 12 avril, l'explosion sectionne l'avant du pétrolier. Le navire part à la dérive. Il est alors remorqué. C'est au cours de cette manœuvre que la partie avant se détache, coule et gît actuellement par 450 mètres de fond. Cette portion de l'épave représente le quart du navire de 340 mètres de long. Seule l'exploration des cuves indiquera quelle quantité de brut elles contiennent. Autre découverte, les containers de la partie arrière du bateau ont été retrouvés pratiquement vides. Où sont passées les 100 000 tonnes de la cargaison initiale? Il est certain qu'il ne reste pas 80 000 tonnes d'huile comme cela avait été annoncé au départ. La plus grande partie a certainement brûlé pendant l'incendie. Ce qu'on a retrouvé pour l'instant, ce sont des résidus relativement transformés. On n'a pas une évaluation très précise de ce qu'il reste. Il est certain qu'il reste sans doute quelques milliers de tonnes,
c'est-à-dire sans doute de quoi polluer pas mal de plages. Autre sujet d'inquiétude, le bateau est englué dans une couche de goudron. 3 à 4 000 tonnes selon les plongeurs de la COMEX. Le réchauffement de l'eau pourrait rendre la matière plus fluide et déclencher une nouvelle marée noire. En France, le plan Polmar a été levé il y a 15 jours. Mais aujourd'hui, le ministre de la Mer, qui survolait la Côte d'Azur, a confirmé qu'un système d'alerte était maintenu. À la SNCF, la grève a paralysé entre 60 et 75% des trains. Le mouvement devrait se poursuivre jusqu'à jeudi matin. La CGT et les autonomes ont déclenché le mouvement afin de préserver leur retraite. C'est au moment où les problèmes de retraite étaient examinés à l'Assemblée que la grève a été déclenchée. Une manière d'avertissement au pouvoir public. Les cheminots partent en effet à la retraite à 50 ans, quand ils sont des roulants, comme on dit, et à 55 ans, quand ils sont sédentaires. C'est au moment où l'avenir des retraites était examiné à l'Assemblée que la rumeur sur le départ du Premier ministre s'emparait des couloirs, à tel point qu'on en oubliait presque l'objet de la réunion. François Brabant. De quel secrétaire d'État? Alors ça va pas. Pierre Mazeaud, comme tous les autres, n'a parlé que de ça. Dans les couloirs, dans l'hémicycle, l'après-midi entier, ce n'était que rumeurs, pronostics et supputations. Le débat sur les retraites entre parenthèses, la question était la suivante, est-ce la fin du gouvernement Rocard? En l'absence remarquée du Premier ministre, chaque député avait son avis sur la question. Logiquement, et l'absence de Michel Rocard le confirme, il y a en effet quelque chose qui se passe. C'est un rôle extraordinairement difficile, extraordinairement usant, et il n'est pas étonnant que cette question soit posée au bout de 3 ans. Mais la réponse à cette question dépend essentiellement du président de la République et du Premier ministre lui-même, qui est capable ou pas d'assumer l'extraordinaire rigueur de cette mission. Et vous savez, il arrive aux mêmes personnes de reprendre eux-mêmes le souffle quand ils en ont besoin. Rien toutefois qui permette d'affirmer que le sort du Premier ministre soit définitivement réglé. Même ceux qui ont connu ça ne peuvent apporter la réponse. Je ne suis pas au courant. Aujourd'hui, les députés de la majorité appuyés par les communistes ont voté pour la création d'une commission d'enquête sur le financement des partis politiques. L'opposition, dans son ensemble, s'est abstenue. Et on a appris il y a quelques instants que de violents incidents ont à nouveau opposé ce soir les forces de l'ordre belges à environ 300 jeunes émigrés dans la commune de l'agglomération bruxelloise de la capitale. C'est ce qu'on a appris de sources policières. Au Proche-Orient, on n'en est pas aux rumeurs, mais plus aux impressions. James Baker, qui se trouve ce soir à Jérusalem, affiche ostensiblement son optimisme pour une éventuelle conférence de paix. Tous les pays contactés seraient d'accord. C'est presque trop beau quand on connaît les positions tranchées des Syriens ou des Israéliens. Charles Anderlin. Regardez, cette scène symbolise le conflit au Proche-Orient. James Baker se trouve sur le pont Allenby, dans la vallée du Jourdain. 2 officiers jordaniens l'accompagnent, ils le saluent. Le général israélien est au garde à vous. Lui aussi salue le secrétaire d'État. Israéliens et Jordaniens ne se sont pas salués. James Baker a déclaré qu'il a fait le trajet par la route pour se rendre compte par lui-même de la distance entre Amman et Jérusalem. Et de fait, 25 minutes plus tard, il est arrivé au consulat des États-Unis à Jérusalem où l'attendait la délégation des territoires occupés. Faisal El-Husseini, le principal leader politique des Palestiniens de l'intérieur, Hanan Ashraoui de Ramallah et le docteur Zakaria El-Hara de Gaza. Ce dernier était extrêmement pessimiste avant la rencontre. Jusqu'à présent, les Américains n'ont pas été sincères dans leurs efforts vers un accord au Proche-Orient. Ils ont soutenu Israël, ils ne sont pas prêts à faire pression sur les Israéliens. En principe, nous, les Palestiniens, sommes prêts à discuter avec quiconque recherche la paix. Nous le faisons sur les instructions de Yasser Arafat. Le docteur Al-Hara nous a raconté qu'à Gaza, de nombreuses personnes, et même ses propres enfants, lui ont conseillé de ne pas rencontrer James Baker. La rue palestinienne est en effet plutôt sceptique. Les Palestiniens ne semblent pas croire en la mission Baker. Si les modérés sont prêts à des solutions intérimaires, comme l'autonomie avant la création d'un État palestinien, en général, les jeunes qui sont en première ligne de l'intifada refusent tout compromis. Demain, James Baker aura une séance de travail avec le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir. Il lui demandera notamment
de modérer la répression en Cisjordanie et à Gaza et de geler la construction d'implantations dans ces territoires. Alexandre Besmernik était lui à Damas pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Il arrivait de Riyad en Arabie Saoudite. Son rôle recoupe exactement celui de James Baker, à savoir convaincre les représentants des principaux pays de la région de s'asseoir autour d'une table de négociation. Ce soir, le ministre soviétique des Affaires étrangères rencontrera lors d'une escale à Genève le chef de l'OLP, Yasser Arafat. Le leader palestinien est arrivé cet après-midi en Suisse. Il sera probablement question de la représentation palestinienne à une éventuelle conférence de la paix pour le Proche-Orient. Mikhail Gorbatchev a proposé un sommet soviéto-américain sur le thème du désarmement nucléaire. Côté américain, on indique que rien n'est fait, mais qu'une telle rencontre serait possible. Aucune date n'a cependant été fixée. Winnie Mandela a été condamnée à 6 ans de prison ferme. Elle est reconnue coupable d'enlèvement et de complicité de coups et blessures. La femme du vice-président de l'ANC a été laissée en liberté sous caution. Elle a dû verser l'équivalent, écoutez bien, de 400 francs français. Winnie Mandela clame toujours son innocence. Elle a décidé de faire appel, mais dans le code sud-africain, c'est au procureur général d'accorder ou non le pourvoi. Il faudra peut-être plusieurs mois pour qu'une réponse soit donnée à la condamnée. Le président sud-africain de Klerk a décidé d'organiser un sommet sur la violence en Afrique du Sud. Il se tiendra, a-t-il dit, avec ou sans Nelson Mandela. L'ANC a en effet refusé de participer, indiquant que c'était de la responsabilité du gouvernement d'arrêter les affrontements. Il devrait y avoir une 7e chaîne de télévision hertzienne en France. Il s'agit de la nouvelle chaîne culturelle franco-allemande. Le Sénat a voté pour la création de cette chaîne. Le texte devra passer à présent devant les députés. À la Bourse de Paris, la clôture s'est faite à la baisse avec moins 1,57%. Les rumeurs sur un éventuel remaniement ministériel y sont pour quelque chose. À Wall Street, c'est la baisse également. Florence Duprat. Un pas en avant, un pas en arrière, Philippe. Ce soir, Wall Street a repris le chemin de la baisse. La faiblesse du marché obligataire a pesé sur les actions et le Dow Jones en clôture plonge de 37,57, soit 1,3% à 2886 points. Et pourtant, les boursiers avaient des motifs de satisfaction aujourd'hui. Les chiffres américains publiés cet après-midi sont plutôt encourageants pour l'économie américaine. Le chiffre de l'inflation en avril, plus 0,2%, est conforme aux prévisions des analystes et les ventes de détail ont limité leur recul à 0,1%. Sur le marché des changes, prise de bénéfices sur le dollar. Ce soir, le billet vert s'oriente à la baisse. Il perd plus de 3 centimes à 5 francs 76,05. Il vaut aussi un Deutsche Mark 69,75 et 138 yens 14. Sur le marché des métaux précieux, en revanche, l'or brillait de mille feux. L'once de métal fin a fait un bond de 1,50 $ ce soir à 360,10 $. Voilà, tous ces chiffres, toutes ces informations sont bien sûr sur votre Minitel et c'est le 3615, code ECOA2. Il y a maintenant une semaine que la jeune Laurence Guillaume, âgée de 14 ans, a été tuée. C'était dans la nuit du 7 au 8 mai, près de Metz. Aujourd'hui, 800 personnes ont assisté aux obsèques de la jeune fille. Les gendarmes qui mènent l'enquête se montrent raisonnablement optimistes, c'est ce qu'ils disent. Ils auraient en leur possession plusieurs indices matériels. Ils semblent vérifier à présent que la jeune fille connaissait son ou ses agresseurs. 300 gendarmes sont à pied d'œuvre. L'enquête pourrait aboutir rapidement. Sachez aussi qu'à Tarbes, l'assassin du père Jean-Luc Cab a été inculpé et écroué. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans qui a reconnu les faits. Football, on jouait ce soir pour les quarts de finale de la Coupe de France et Marseille jouait à Nantes. L'OM l'a emporté par 2-1 après prolongation. Alain Vernon. Oui, nous sommes à Nantes, il pleut, mais il y a 38 000 personnes et ce sont les Canaries qui enflamment le stade de la Beaujoire. Le Gouen marque et Nantes est à 10 minutes de la qualification en demi-finale face à Marseille. Mais à l'OM, il y a JPP, passe croisée de Pelé dans l'espace et dans le dos de Bossis. JPP, c'est Papin, il égalise, mais il faudra jouer les prolongations. Et Marseille n'aime pas fatiguer ses stars. Dans la première prolongation, les Blancs font la différence. Les Blancs, c'est Boli qui alerte sur la gauche Pelé, centre du Ghanéen Abedi Pelé pour Basile de l'OM. Et Marseille se qualifie pour les demi-finales qui auront lieu le 1er juin. Ça, c'est la danse de Basile Boli. Il adore ça et il marque souvent cette année.
Les résultats de ces quarts de finale de la soirée en panneau, donc Marseille qualifié après prolongation avec Rodez, Division 2 qui élimine Sochaux 2-1, Guignon a battu Niort 1-0, Cannes, Monaco se jouera mardi prochain. Alors important aussi à signaler en pré-barrage de deuxième division, eh bien Strasbourg a battu Laval ce soir 3-1. Strasbourg Strasbourg rencontrera Lens qui a battu Valenciennes. Et puis en basket, sachez que le titre est revenu à Antibes qui a battu ce soir Limoges pour la belle dans la finale, 88-76. Rencontrera, c'est ce qu'il fallait dire. Merci Alain. Et il faut préciser que si vous êtes amateur de football, n'oubliez pas votre rendez-vous demain avec les finalistes de la Coupe des Coupes. Barcelone rencontre Manchester. C'est à Rotterdam, un match qui sera diffusé sur Antenne 2 à 20h15 très précisément. Au Festival de Cannes, on s'est tout particulièrement intéressé aujourd'hui au film Wait in Harlem. Il est tiré d'un roman policier de Chester Himes, qui est un classique. Il a été publié en France sous le titre La Reine des Pommes. Retour du polar à Cannes avec Nicole Cornu-Langlois, Didier Rancoeur et Jean-François Chevet. C'est donc au 10e film de la compétition que nous avons enfin ri. That's my toe, Jackson. Oh, sorry. I told you, I don't know how to dance. C'est le réalisateur Bill Duck qui nous propose ce drôle de thriller aux allures de bande dessinée avec des personnages de Harlem insolites et percutants. Forrest Whitaker, croque-mort naïf et dévot, amoureux de la sculpturale et dangereuse Robin Givers, qui l'entraîne dans des aventures mouvementées avec Gregory Himes, grand arnaqueur. Wrap your arms around me. Les acteurs semblent tous très heureux d'être venus à Cannes pour défendre leur rôle devant les médias, mais aussi pour démontrer la vitalité et l'indépendance du cinéma black américain. Nous voulons maintenir notre intégrité, notre identité. Mais en même temps, nous voulons être un courant majeur parmi les metteurs en scène. Mais pas seulement noirs. Nous avons la capacité de transcender la couleur de la peau pour évoquer des sujets humains qui touchent le public d'une manière universelle. Et ce soir, un peu intimidé tout de même, le réalisateur et ses acteurs ont monté ensemble les marches du palais, les menant au succès. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Laurent Cabrol nous présentera son dernier bulletin météo. Prochain rendez-vous avec l'information, c'était les matins à partir de 6h30 avec Gérard Morin et Jean-Claude Renaud. À 13h, Philippe Lefay et à 20h, Bruno Mazur. La soirée continue sur Antenne 2 avec Alain Delon et Le Passage. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention. Lire, Antenne 2, FR3 et le Crédit Agricole vous invitent à participer au championnat d'orthographe. Cette année, les tests de sélection sont proposés à tous les pays du monde. Le Crédit Agricole organisera les demi-finales qui se dérouleront au mois d'octobre sur FR3. Antenne 2 se chargera de la finale. Et je vous annonce d'ores et déjà une super finale à New York, au siège des Nations Unies. Mais attention, pour se qualifier, il faut impérativement remplir les tests disponibles dans le numéro de Lire du mois d'avril. Don't worry, be happy. Don't worry, Corsa. Be happy. Nouvelle Opel Corsa essence ou diesel. Don't worry, be happy. Opel, faites-vous une idée neuve? Envoyé spécial et le stress, il déprime les uns, stimule les autres, personne n'y échappe, c'est le mal du siècle. Envoyé spécial et les légumes éprouvettes, ils poussent dans les laboratoires où des savants sont en train d'inventer votre alimentation de demain.
Envoyé spécial à Mexico, une pollution catastrophique pour cette ville de 22 millions d'habitants, véritable bombe humaine et bombe écologique. Envoyé spécial, c'est jeudi, 20h45. Bonsoir à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur. Les nuages ont repris position sur la France. Ils étaient partis pendant 48 heures, ils sont revenus aujourd'hui. Et demain, ils vont quand même repartir un petit peu. Allez, les températures vont monter à la clé. Vous allez voir, ce sera une journée relativement agréable. Nous aurons tout de même, puisque nous sommes à l'arrière du front, le front qui a traversé le pays, nous le retrouvons ici. Alors, très dispersé, puisqu'il y aura bien sûr des nuages sur les Pyrénées, il y en aura sur les Alpes et sur la basse vallée du Rhône, ou la haute vallée du Rhône. En revanche, il y aura des éclaircies sur le littoral de la Méditerranée parce que le vent sera présent, mais ne croyez pas quand même, vous serez complètement débarrassé des intempéries, notamment sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, puisque dans la nuit, il devrait y avoir, ou plus exactement dans la nuit de demain, mercredi, dans la soirée de mercredi, il devrait y avoir quelques gouttes. Alors, sur toutes les autres régions, c'est un ciel souvent éclairci, excepté sur les frontières belges et luxembourgeoises, ainsi qu'allemandes, où là, nous pourrions avoir quelques averses. Mais dans l'ensemble, c'est une journée relativement agréable, avec des températures pour demain, le matin, qui seront encore bien fraîches sur le nord-est. Vous le voyez, 2 degrés à Nancy, 5 en région parisienne sont les températures minimales. L'après-midi, le thermomètre affichera entre 12 et 20 degrés sur l'ensemble du pays. Elles seront relativement douces ici, avec une pointe à 22 à Nîmes et relativement fraîches au nord, puisque les vents ont toujours tendance à venir du nord-ouest, du nord-est ou du nord. Bref, nous sommes encore 4 à 5 degrés au-dessous des normales saisonnières. Nous sommes revenus à ces normales saisonnières, ou plus exactement au-dessous de ces valeurs saisonnières. Voici maintenant, pour les Français qui bougent, une carte très complète grâce à Météo France, le temps sur Stockholm, sur Berlin, sur Vienne, sur Genève, sur Rome, sur Athènes, où que vous alliez en Europe et en Afrique du Nord. L'information est devant vous. Demain, nous fêterons les Denises avec un soleil qui va se lever à 6h11. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur Antenne 2. Au revoir.